lundi 4 août 2020. Toujours confinée, mais aujourd'hui je suis très heureuse parce que je vais finalement pouvoir partir en France pour continuer mes études. Alors mon vol s'approche, donc j'enchaîne les petits boulots pour pouvoir financer mon séjour. Donc aujourd'hui je donne un cours d'arabe à David, un expatrié français qui vient d'arriver il y a quelques mois. Donc ça tombe très bien parce que j'adore faire ça et c'est très bien payé. Alors à 17h, je quitte mon bureau, direction le quartier le plus huppé de Beyrouth. J'arrive devant un grand immeuble en verre. Je dépasse les plusieurs étapes de sécurité, portail, DJ-code, bref. Normal parce que les expatriés, on les place dans les milieux les plus sécurisés de la ville. Très bien, je monte l'ascenseur, il est 18h05, donc je commence à avoir un petit faim. Je regarde mon téléphone, je regarde Instagram pour chercher quoi manger ce soir. Je sonne à la porte, je suis toujours sur Instagram. J'attends à ce que David m'ouvre. J'attends encore. David ouvre la porte. Et le temps s'arrête. On se trouve tous les deux projetés de l'autre bout de l'appartement, tous les deux par terre, couverts complètement de verre. Je regarde David, je regarde mon corps. Toujours à genoux, j'essaie de m'approcher de lui. Il est complètement terrifié, son visage est noir. J'essaie de lui rassurer que ça arrive chez nous. Il est bon, c'est normal. Mais moi-même, je n'étais pas sûre. Donc mon premier réflexe, c'est d'appeler ma mère. Je prends mon téléphone, j'essaye d'appeler, mais toujours pas de réseau. Alors, comme je n'ai pas grand-chose, je me soigne rapidement et je prends les escaliers pour rentrer chez moi. En descendant l'escalier, j'aperçois une sorte de poudre blanche qui forme comme un brouillard. Je continue à descendre, je continue toujours à appeler mes sœurs, mais il n'y a pas de réseau. Je sors de l'immeuble. Évidemment, il n'y a plus de porte ni de fenêtre. Tout le verre est par terre. Je me trouve dans la rue à regarder autour de moi. Et là, je découvre une catastrophe. Le ciel est couvert d'un nuage noir orangé. Et le sang inonde les rues. C'est le chaos total. Je commence à avoir un peu peur parce que les bombes, ça arrive, mais ce n'est pas comme ça. Alors je continue à appeler mes parents, mais personne ne me répond. Donc je marche sur du verre, sur des pièces détachées de voitures qui s'envolent partout. Et après plusieurs tentatives, j'arrive à avoir ma sœur Christelle au téléphone. Elle me rassure qu'elle va bien, elle n'est pas à la maison. Et notre sœur Joëlle d'ailleurs, elle n'est pas à la maison. Elles vont toutes les deux bien, mais que ma mère, on n'arrive pas à la joindre par téléphone. Alors, j'habite pas très loin, je voulais rassurer ma mère, mais je me trouve dans une situation où j'ai besoin de sauver ma mère. Je comprends que notre maison est impactée et que je dois aller rapidement, marcher rapidement pour sauver ma mère si ce n'est pas trop tard. Je commence à être très bouleversée. Je suis fou de rage, j'ai beaucoup d'émotions qui me traversent l'esprit, mais surtout des images et des idées très bizarres. Je suis en train de penser à tout ça, et soudain, une femme devant moi qui porte son mari dans ses bras, elle me supplie de l'aider pour le transporter à un hôpital. Je regarde l'homme, il est couvert de sang et son corps est fragmenté par des bouts de verre. Alors je vois tout de suite qu'il est mort et je n'ose pas lui dire. Donc je le dépose dans une voiture à côté des autres blessés entassés l'un sur l'autre. Et je continue mon chemin avec son sang sur mes mains. Je marche toujours en tremblant, avec une seule idée en tête, trouver ma mère
trouver ma mère vivante. Je ne suis plus qu'à 5 minutes de chez moi, mais le paysage devient de plus en plus catastrophique. Alors je reprends mon courage. J'ai besoin de sauver ma mère. Je ne peux pas la laisser partir. Je continue et j'arrive finalement à notre rue. Elle est tellement chaotique que j'ai plus de repères. Elle ressemble à un décor de cinéma, d'une scène de guerre peut-être. Je ne fais pas très attention à ce qui se passe, je rentre directement à la maison, je cherche partout dans toutes les pièces et je vois ma mère. Elle est vivante, elle est là. Elle n'a même aucune blessure. Elle est en choc, mais elle est vivante. Nos regards se croisent, je cours vers elle et je la serre dans mes bras. Et on part toutes les deux en sanglots. Je suis soulagée. Je commence finalement à pouvoir respirer. Les deux sœurs finissent par nous rejoindre. On se retrouve toutes les quatre sous un toit effondré, mais vivantes, saines et sauves. On ne sait toujours pas ce qui se passe, mais j'entends un voisin dire que ce n'est pas une bombe, c'est une explosion de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un hangar au port, bien sûr illégalement. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe, mais c'est à ce moment-là que je commence à réaliser la vraie étendue des dégâts. Je regarde autour de moi. On vient de perdre la maison. On a perdu tous nos affaires, nos souvenirs, mais surtout notre passé. Donc avec un instinct de survie, on se dit on va chercher dans les décombres ce qu'on peut récupérer. Et ma mère se met à chercher des photos. Mes sœurs cherchent leurs vêtements. Et moi, je cherchais un bout de papier. Je cherchais mon passeport pour pouvoir rentrer et venir en France. Ça fait plus qu'1 an que je planifie ce voyage. Et je rêve déjà de toutes les aventures que je vais avoir. Donc je me mets à retourner les pierres et les morceaux de toit et les meubles brisés. Et je le trouve. Je le prends dans mes mains comme ça, et ce soir-là, je ne le lâche plus. C'est mon seul espoir pour partir. Mais à ce moment-là, le réseau reprend, et je commence à recevoir des appels, mais surtout des mauvaises nouvelles. Et je comprends à ce moment-là que partir, ça veut dire que je dois abandonner ma famille dans ce moment difficile. Et il y a tant de gens à enterrer, mais aussi plein de choses à reconstruire. Donc partir, ce serait tellement égoïste, mais aussi tellement inhumain. Je ne pouvais pas faire ça à ma famille. Mais que dois-je faire dans cette situation ? Est-ce que je dois sacrifier mes études pour rester à côté de ma famille en ce moment difficile ? Ou peut-être profiter de cette chance que la vie me donne et partir. De toute façon, il fallait faire un sacrifice. Et j'avais surtout pas le temps de m'apitoyer sur notre sort. Parce que pleurer ce qui est perdu, ça ne sert pas à grand-chose. Ce jour-là, quand j'ai trouvé mon passeport, je me sentais un peu privilégiée. Parce que chez nous, avoir un passeport et un visa surtout sur son passeport est un gros privilège. Et d'ailleurs, ma mère insiste pour que je parte. En fait, elle m'a aidée à trouver mon passeport. Elle me disait tout le temps que les gens qui ont de l'ambition doivent partir de ce pays. Et bon, voilà, une autre Libanaise résiliente. Vous avez certainement entendu parler de ce terme. On dit souvent que les Libanais sont des résilients. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose. Non, pas du tout.
Les Libanais ne sont pas des résilients. Les victimes de Beyrouth et les survivants de Beyrouth ne sont pas des résilients. Ce jour-là, cette explosion a détruit toute une ville. Elle a laissé derrière elle 4000 blessés, 300 morts et 300 000 foyers. Moi aussi, j'étais impactée. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de choses, mais l'important est toujours là. Alors, je n'ai pas d'excuses, je dois aller de l'avant. Donc, me voilà 2 ans plus tard, vous l'avez compris. Je suis partie, mais je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai simplement choisi le futur sur le passé et l'espoir sur la mort. Je me suis donné les moyens de commencer à vivre et d'arrêter de survivre. Et croyez-moi, la vie vaut plus que la peine d'être vécue. Et aujourd'hui, j'en profite tous les jours, car demain n'est pas garanti. Merci.